messieurs les professeurs et membres de la direction, honorables invités, nous, membres du club Rotaract HTP, voudrions tout d'abord nous acquitter d'un agréable devoir, celui de transmettre à vous tous les cordiales salutations de l'ensemble des élèves ingénieurs de l'école Hassania des travaux publics. Nous apprécions très positivement votre présence effective à cette conférence donnée par le grand Tariq Ramadan sous le thème « Sciences et éthique ». Par ailleurs, nous sommes très heureux que cette conférence se tienne ici, à l'école Hassania des travaux publics, un organisme qui réunit l'élite du pays. Nous tenons également à exprimer toute notre gratitude à M. Tariq Ramadan pour sa présence fort appréciable, qui témoigne de sa volonté et son souci d'inculquer aux jeunes les principes et les modalités dont ils auront éventuellement besoin pour mener à bien une carrière et une vie intègre. Nous remercions particulièrement la direction de l'EHTP qui a facilité le bon déroulement de l'organisation. Aujourd'hui, nous sommes comblés de fierté d'accueillir au sein de notre grande école le professeur Tariq Ramadan, mais aussi une audience respectable que nous remercions chaleureusement. Par sa présence massive, traduisant ainsi la prédominance de l'école au niveau national et international. La conférence d'aujourd'hui est bien plus qu'une simple conférence. En effet, la réflexion éthique est devenue une composante essentielle du développement des sciences et de la technologie. Cette évolution marque un réel tournant dans ce domaine. Elle modifie radicalement la manière dont les questions scientifiques sont abordées aujourd'hui, même si la nature de la science proprement dite n'a pas vraiment changé. Je ne saurais en parler mieux que le philosophe, islamologue, professeur et universitaire Tariq Ramadan. Né le 26 août 1962, Né le 26 août 1962 à Genève et après plusieurs années d'études, Tariq Ramadan obtient une maîtrise en philosophie et en littérature française ainsi qu'un doctorat en islamologie arabe. En poursuivant une formation intensive en études islamiques classiques, il a pu également obtenir 7 ijazat dans 7 disciplines différentes. C'est par la suite qu'il deviendra professeur d'études islamiques contemporaines et enseignera à la faculté de théologie d'Oxford. Ses différents écrits et interventions portent sur la question des musulmans d'Occident, ainsi que sur le renouveau du monde islamique. Il participe également en tant que membre actif au travail associatif, aussi bien qu'académique, dans les domaines de l'éthique, la justice sociale, l'écologie, le dialogue interreligieux et la théologie. Sans oublier qu'il est membre de l'Union mondiale des savants musulmans. Parmi ses écrits, on retrouve les intitulés Mon intime conviction, paru en 2009, L'islam et le péril arabe, paru en 2011, ainsi que son tout dernier livre, Au péril des idées, qui est en collaboration avec le célèbre Edgar Morin. Mais avant toute chose, je céderai la parole à Madame Guenouni, chargée des affaires parascolaires de l'école Hassania des travaux publics. Messieurs, honorable assistance, au nom de l'école Hassania, au nom des élèves de l'école Hassania, de l'administration de l'école Hassania, nous souhaitons la bienvenue au grand Tariq Ramadan. À cette occasion, nous le remercions beaucoup d'avoir répondu présent à nos élèves. Nous lui souhaitons la bienvenue encore une fois parmi nous et je vous remercie tous de votre présence et je vous souhaite une très agréable soirée. Merci Madame Guenouni pour votre mot d'accueil. Sans trop tarder, il est temps, mesdames et messieurs, de céder la parole au grand et célébrissime Tariq Ramadan. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
merci de cette introduction et de cette invitation. Heureusement que vous êtes arrêté là, parce que plus vous commenciez dans le propos, plus ça passait de grand à très grand, à célébrer. Je ne sais pas où vous seriez arrêté. Et j'ai même eu peur quand vous avez commencé par ma date de naissance. J'ai eu une petite crainte. Merci infiniment, encore une fois, à vous les étudiantes et les étudiants de l'organisation, bien entendu avec l'administration de l'université ici, de votre institution, de nous recevoir, de permettre que cette rencontre se passe dans ces lieux et dans d'aussi bonnes conditions. Donc un grand merci, des chaleureux remerciements, en même temps d'avoir fait ce choix aussi, parce qu'il est lié d'une certaine façon à ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire le dernier ouvrage que nous avons écrit avec Edgar Morin, dont l'un des thèmes est celui de la question contemporaine des sciences, c'est-à-dire des savoirs, de la relation des savoirs avec les questions éthiques et les questions de limites, de finalité et de questionnement humaniste ou religieux. Alors, permettez-moi, en termes d'introduction, de fixer un tout petit peu le cadre. Nous sommes aujourd'hui confrontés à de vrais défis. Et ces défis, ils proviennent de la nature de nos connaissances, la nature de nos savoirs et, bien entendu, la nature des usages du savoir. Nos capacités en termes de connaissances, bien entendu, nous sommes tous tout à fait conscients, quelle que soit l'ère de connaissances, que ce que nous ignorons est bien plus important que ce que nous avons acquis. Donc déjà, la première attitude intellectuelle, rationaliste quant à la méthode ou à la faculté, raisonnable quant à la disposition intellectuelle, c'est d'abord de faire preuve de beaucoup d'humilité intellectuelle quant à ce que nous ne savons pas et quant à ce que nous avons acquis. Déjà, c'est une première attitude qui est en fait le substrat ou l'essence de toute attitude qui est liée à une spiritualité, mais toute attitude qui est liée à l'humanisme, c'est-à-dire l'humilité intellectuelle. Ce que nous avons acquis est très loin de ce que nous n'avons pas encore acquis. Ce que nous savons est très loin par rapport à ce que nous ne savons pas. Et ce que nous savons, que d'autres savent, nous met en évidence deux choses: l'ignorance quant à ce que nous pourrions savoir et la connaissance relative quant à ce que d'autres peuvent connaître. Ces deux dispositions intellectuelles qui mettent en évidence tout de suite une disposition qui est celle de la reconnaissance des limites de la raison et la reconnaissance de la limite de la connaissance, donc une première attitude d'humilité intellectuelle. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que l'humilité intellectuelle quant au savoir est l'une des conditions nécessaires de la reconnaissance de l'éthique quant au savoir. Pourquoi? Parce que l'éthique, elle va établir une limite et un sens. Elle donne au savoir un sens. Et le pire que nous puissions aujourd'hui avoir, et les films qui tournent autour de la folie des sciences, de la science qui se retourne contre elle-même, si vous aviez lu le livre également de tout ce qui va être ces perceptions futuristes, c'est qu'à un moment donné, l'homme agit contre lui-même quand son acquisition du savoir lui fait passer ou le fait passer de l'humilité intellectuelle à l'arrogance scientifique. Ça, c'est le premier problème. L'arrogance scientifique, c'est-à-dire, au nom de ce que je sais, tout m'est permis avec ce que je sais. Ça, c'est le contraire de la première des dispositions. Or, s'il y a une chose sur laquelle nous nous rencontrons aujourd'hui, entre les traditions spirituelles du Moyen-Orient, les traditions monothéistes de l'Extrême-Orient, plutôt, les traditions monothéistes du Moyen-Orient et finalement l'humanisme dans son acception la plus large, eh bien, nous nous rejoignons sur le fait qu'aujourd'hui, nos connaissances, nos savoirs, les sciences, nous ramènent aux confins de la nécessaire humilité intellectuelle. C'est-à-dire la reconnaissance de notre ignorance, mais surtout d'avoir à questionner nos savoirs. Et à questionner nos savoirs au sens où nous devons nous poser la question de savoir quelle en est la substance et quelle en est l'utilité. Donc un premier élément qui est en amont, c'est-à-dire en amont de l'engagement sur la discussion sur les sciences, c'est déjà une disposition de l'être.
Et ça, il faut qu'on le dise. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que notre discussion sur les sciences finisse simplement en discussion structurelle et en discussion méthodologique. En fait, nous nous apercevons aujourd'hui que ce qui est questionné dans les sciences, ce n'est pas la science comme moyen, c'est le dépositaire des savoirs, c'est l'homme comme essence et comme fin. Souvenez-vous, Emmanuel Kant, le philosophe, disait « il faut », et c'était l'une de ses maximes, que l'on comprenne qu'il faut aborder l'être humain comme une finalité, comme une essence et une finalité, pas comme un moyen. Il se peut aujourd'hui que le moyen scientifique, la science comme moyen, se retourne contre l'homme et utilise l'homme comme moyen de sa propre science. Vous vous souvenez de ces films, de tout ce qui est Frankenstein, de tout ce qui est le fond de l'expression d'une science qui se transforme en ennemi de celui qui l'a produit pour faire de lui, le moyen de ce qu'elle représente. Et le seul moyen d'entrer en matière par rapport à ça, c'est de questionner l'être humain, c'est-à-dire, son intelligence, la façon dont il use de sa raison, et en même temps, la façon dont il se conçoit dans le monde. Et c'est pour ça que je commence toujours par mettre en évidence que c'est bien l'humilité intellectuelle et la conception de l'homme dans le monde qui prévaut. Et si nous étions de l'intérieur de nos références philosophiques, ou de nos références spirituelles, ou pour ce qui concerne les musulmans, fidèles à ce que dit l'islam de l'homme, on comprendrait dès l'origine que ce n'est qu'en questionnant l'homme dans l'univers que la musulmane et le musulman comprend comment utiliser le savoir dans l'univers. C'est comment je me comprends dans l'univers. Quand il est dit « il a mis à votre disposition ce qui est sur la terre, vous ne pouvez comprendre le fait qu'il a mis à votre disposition ce qui est dans les cieux et dans l'univers, vous ne pouvez le comprendre que si vous avez deux notions qui viennent l'accompagner. C'est la notion de khulafa fil ard. Vous êtes des vice-gérants, vous n'avez pas la possession du monde. Donc ce qui est à votre disposition ne l'est que si vous avez compris que vous êtes les garants de l'ordre qui a voulu par le maître de l'ordre. Donc en fait, il met à votre disposition à la seule condition que vous sachiez que vous êtes à son service. Donc que le monde n'est pas à votre disposition sans limite, mais que le monde est à votre disposition dans les limites de votre conscience dans son service. C'est-à-dire que dans votre façon de gérer l'univers, vous sachiez que vous ne le possédez pas, mais que vous êtes simplement les gérants de cet espace. En d'autres termes, vous n'êtes pas les propriétaires. Mais qu'est-ce que ça dit, ceci, spirituellement et intellectuellement? Une chose très importante, l'humilité intellectuelle. L'humilité intellectuelle, ça veut dire vous ne possédez pas ce qui vous est donné. Vous ne possédez pas ce qui vous est mis à disposition, vous en disposez dans les limites de ce qui est votre lien essentiel avec le Très-Haut, le transcendant. Ça, c'est la dimension spirituelle très profonde du message de l'islam, mais qu'on retrouve aujourd'hui chez tous les humanismes, c'est-à-dire attention à comment est-ce qu'on va considérer les savoirs et notre gestion des savoirs. Donc, un principe premier, le vrai problème dans l'usage des moyens, ce ne sont pas les moyens, c'est l'agent qui utilise les moyens, c'est l'homme. C'est nous le problème, c'est notre conscience et notre conscience de faire du savoir un moyen et du moyen et du savoir le moyen de notre service dans de ce rapport entre soi. Ça, c'est un premier élément sur lequel il faut beaucoup insister parce que malheureusement, dans nos discussions, et ça c'était l'un des éléments de la discussion avec Edgar. Le micro part et revient. Non, c'est moi qui ai l'impression que ça part. Là, vous m'entendez? Il y a un problème de micro. Je ne peux pas. Non, il y a un problème de micro. C'est bon. Faut l'allumer. Il faut chaque fois que je le rallume. D'accord. Donc, ce que je disais, c'est en amont, c'est une vraie discussion sur le. Et dans. Comme ça. Qu'est-ce que je disais? Je disais que sur le plan
dans la discussion que nous avions eue avec Edgar Morin, ce dont nous étions aperçus, ce que nous relevions tous les deux, c'est que manque à nos discussions sur les sciences une vraie discussion sur l'humain, sur l'humanisme général. Et c'est vrai aussi que d'un point de vue islamique, on s'aperçoit que souvent nous parlons des limites du savoir, mais que nous ne connectons pas ce savoir à une conception de l'homme dans l'univers. Et que si nous réinstaurions ceci, ce serait important. Je vais vous dire une chose. Un jour, j'étais à Oxford à une conférence du prince Charles. Et vous savez que le prince Charles a une relation tout à fait particulière avec l'héritage historique de l'islam et de sa compréhension profonde. Et il disait quelque chose sur l'environnement. Et il disait, ce que l'islam a à nous apporter dans la question de l'environnement, c'est une conception de l'homme qui place l'homme au cœur de l'univers, et l'homme a non seulement des devoirs vis-à-vis de Dieu, mais des devoirs vis-à-vis de l'univers, par les devoirs que Dieu a donnés à l'homme vis-à-vis de Dieu dans l'univers. Donc il disait, il y a un mariage entre l'environnement et l'homme. Et le savoir que l'homme a de l'univers ne se fait que dans le service de la relation qu'il a au Très-Haut. Et que si l'islam gardait cette fidélité et la transmettait à l'Occident, ça permettrait à l'Occident de reconsidérer le savoir comme utilisation simplement de l'acquisition, du cumul du savoir, et non pas dans la transformation du comportement. Il dit, le prince Charles, ce que les musulmans n'entendent plus, ne savent plus, ne conçoivent plus. C'est ce lien entre univers, savoir comme moyen, et le rapport au transcendant. Et il dit, c'est ça la contribution potentielle de l'islam dans le monde contemporain. Quand je suis avec Edgar Morin dans cette discussion sur les sciences, on s'aperçoit que sa critique des sciences contemporaines, elle est fondamentalement liée à la nécessité de redéfinir l'homme et de redéfinir les finalités du savoir. En fait, de renvoyer les sciences contemporaines en Occident vers les deux questions philosophiques fondamentales. Qu'est-ce que l'homme? À quoi sert ce qu'il sait? Ce sont des questions de fond. Et ça nous renvoie, de la même façon, dans cette discussion-là, à des choses qu'en tant que musulmans, à partir de nos références, nous devrions avoir au cœur de notre quête de savoir. Au niveau des sciences, comme au niveau académique, comme au niveau des universités, comme au niveau de la relation des universités ou de l'univers du savoir avec la société en général. Donc on s'aperçoit ici que dans le débat que nous avons eu ensemble, on touchait à des questions de fond essentielles, des questions contemporaines que nous devons nous poser. Ça, c'est un premier élément par rapport au savoir. Donc vous comprenez bien qu'immédiatement, en parlant de science et éthique, je dis science et être humain. Science et être humain. Et dans la filiation, c'est bien de comprendre que ça nous met dans une disposition de ce qu'on appelle justement, ce que je disais, l'humilité intellectuelle, le rapport à l'environnement, puis ensuite le rapport aux moyens. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est celui qui est aujourd'hui né des discussions contemporaines sur la question de l'éthique. Aujourd'hui, vous allez partout dans le monde, vous partez aux États-Unis, au niveau des universités, on est à la pointe des savoirs, la pointe des connaissances. Vous arrivez ici au Maroc, vous partez en Asie et vous allez vous rendre compte que la notion de l'éthique est partout. Elle est tellement partout que c'est peut-être aussi devenu une mode et il faut faire attention à ce que les questions essentielles ne deviennent pas des questions à la mode et qui ne règlent rien. C'est-à-dire que le pire pour une question essentielle, c'est de devenir à la mode et qu'on en parle comme d'une mode sans finalement parler du fond de la question. Et que l'éthique, ça peut devenir ça. Raison pour laquelle il faut qu'on fasse très très attention. Qu'est-ce que c'est que cette question de l'éthique? La question de l'éthique, essentiellement, elle est importante et il faut la poser dans des termes très précis. Dans la tradition occidentale, le pouvoir religieux a souvent été un obstacle au savoir. C'est pour ça que vous avez une longue tradition, toute la pensée des Lumières n'a été une pensée d'émancipation que parce qu'elle a refusé le pouvoir clérical. Il fallait penser contre la religion. Et vous ne comprenez pas l'Occident dans son rapport problématique avec la religion si vous ne revenez pas à ce rapport tout à fait complexe entre science et religion. Et qui a été traduit en termes philosophiques entre foi et raison. C'est-à-dire, souvenez-vous d'un homme aussi puissant intellectuellement que Pascal qui dit « écrire contre ceux qui approfondissent trop les sciences Descartes ». En d'autres termes,
l'usage de la raison met en péril la foi. Et à ce point-là, à ce moment-là, ça voulait dire qu'il ne peut y avoir de libération scientifique ou d'émancipation scientifique que de par la libération religieuse. Ce qui, dans l'ère musulmane, est exactement le contraire. L'ère musulmane, c'est au nom de la référence religieuse qu'on a poussé à l'émancipation scientifique. C'est-à-dire que ceux qui étaient des grands médecins étaient parfois de profonds croyants. Ça n'est pas savoir contre croire, c'est savoir pour mieux croire. Ce n'est pas savoir contre croire, c'est savoir pour mieux croire. Et l'un des premiers éléments, c'est déjà simplement comment on va déterminer les temps de la prière. Les temps de la prière, selon le lieu où vous êtes, exigent de la conscience scientifique qu'elle sache l'inclinaison et les pourcentages qui vont être déterminés par rapport aux astres, au soleil, à tel point que quand on vous dit le moment où entre le astre, c'est quand l'ombre d'un objet est le double de l'objet, ça suppose un angle qui est lié à la marche du soleil par rapport à l'objet. Et donc il faut étudier. Donc il faut un calcul parce que Inna salata kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta, c'est-à-dire c'est précis, on ne joue pas. Et pour que ce soit précis avec le temps, les deux où ça peut être plus ou moins précis, c'est le fajr ou le maghrib, et tout le reste. Comment est-ce qu'on détermine le temps? Ça demande l'expression d'une science expérimentale qui va se travailler avec les astres. En d'autres termes, mieux prier, prier juste, exige une connaissance exacte. Donc vous voyez qu'historiquement, c'est quelque chose qui était une stimulation intellectuelle très importante, même également par rapport à la direction, la qibla, le sens de l'espace est très important. Et quand vous allez au sud de l'Espagne, vous apercevez qu'en matière d'eau, qu'en matière d'architecture, qu'en matière de rapport au soleil, l'architecture est disposée pour faire passer le vent, protéger de l'ombre, exprimer la temporalité. C'est-à-dire un rapport à l'espace extrêmement important. Pour ceci, il faut avoir des connaissances architecturales, il faut avoir des connaissances astronomiques, il faut avoir des connaissances expérimentales sur le plan de la Terre, sur le plan de la construction. Donc vous avez une invitation à savoir, siru fil ard, allez sur la terre, et regardez comment les choses se passent, c'est-à-dire un rapport de curiosité. Ça, et vous avez dans l'histoire occidentale quelque chose qui a été beaucoup plus problématique, mais qui a posé une question importante. Au nom de quoi avez-vous le droit de dire à un savoir scientifique qu'il faut qu'il s'arrête? C'est la question de Galilée. C'est la question de Galilée qui recherche et puis qui se dit « ça n'est pas le soleil qui tourne, c'est nous ». Et là, il questionne la Bible. Et la Bible lui dit avec autorité par l'intermédiaire de l'Église « tais-toi, ceci n'est pas du savoir, c'est du blasphème ». Et on lui demande de retirer. Et il retire, et on dit, mais c'est une légende, qu'il se retourne et il dira « et pourtant elle tourne ». La Terre. Ça voulait dire je m'excuse ou je vous prie de m'excuser de dire la vérité scientifique. C'est ça qu'il est arrivé à dire. Et c'est un conflit. Nietzsche prendra tout ceci en disant l'arbre de la connaissance, regardez que ça va très loin, l'arbre interdit à Adam et Ève, dont la séduction se fera sur Ève, est une pomme représentée théâtralement au Moyen-Âge et il s'appelle l'arbre de la connaissance. L'arbre du savoir. Donc il y a un problème originel. Et le problème qui va se poser, et dont on n'est jamais sorti, c'est celui-ci, c'est l'Église imposant des limites du savoir en disant il y a des choses que vous ne pouvez pas dire car l'interprétation scientifique ou l'hypothèse scientifique ou la découverte scientifique s'oppose à la lecture biblique. Donc on arrête. Oui, ce qui peut mettre en danger l'autorité de l'Église ou l'autorité de la foi, la raison qui se libère ou la société qui se libère de l'Église. Et à un moment donné, c'est une vraie question pour nous jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'émancipation des sciences en Occident a été l'émancipation de l'ordre religieux et donc de la moralité. Il fallait qu'on puisse aller jusqu'au bout du savoir sans se poser la question de la moralité du savoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moralité dans le savoir, on cherche à comprendre et il n'y a rien de... La moralité, c'est de chercher à comprendre. Maintenant, il n'y a pas de limite. On doit pouvoir aller jusqu'au bout.
Et d'un autre côté, vous avez dans la tradition musulmane une chose qui a été l'émancipation de l'islam jusqu'au XIIIe siècle, et à un moment donné, quelque chose qui s'arrête. Et quelque chose qui s'arrête, pourquoi? Parce que le souci éthique empêche de faire n'importe quoi. On ne peut pas aller, l'utilisation des moyens ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc, les uns se sont émancipés de l'autorité religieuse et sont allés loin dans les sciences. La tradition musulmane a eu le souci de l'éthique et a été ralentie dans le savoir scientifique. Et ça nous amène à une question, c'est la relation entre l'éthique et les sciences. Quand, je repose la question, pouvez-vous faire cesser l'exercice de la recherche scientifique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut légitimer qu'on stoppe en disant non, là on va trop loin? Et ça veut dire que cette question-là, elle est la relation entre la morale et la science. Et un vrai débat a eu lieu en Occident en disant rien et jamais un ordre moral ne peut empêcher des scientifiques de chercher. Ils doivent pouvoir avoir le champ libre. Chercher et trouver. Après, on verra comment on utilise ceci. Dans les traditions religieuses, en islam, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas chercher puis on verra, c'est les moyens de la connaissance doivent être aussi éthiques que la connaissance elle-même. Oui, on ne peut pas faire n'importe quoi. Raison pour laquelle, à un moment donné, s'est posé la question, même dans les aires musulmanes, est-ce qu'il est légitime de pratiquer la vivisection sur les animaux pour pouvoir protéger la vie des êtres humains? Et la réponse musulmane, c'est de dire la vie des êtres humains est supérieure dans l'ordre de la création à la vie des animaux. Et on ne peut sacrifier un animal que si, dans l'extrême nécessité de pouvoir sauver la vie humaine. Vous voyez, c'est exactement comme ceci qu'on approche la question de la nourriture. Vous ne pouvez sacrifier l'animal que si vous allez le manger. Vous ne pouvez pas cette histoire d'aller vous amuser à tirer sur des animaux que vous ne mangez pas est une chose fondamentalement non éthique en islam. Elle est opposée à l'éthique musulmane. On ne tue pas un animal pour s'amuser. On ne peut pas disposer de la vie d'un animal éthiquement, uniquement comme ceci dans la production industrielle et scientifique. On doit avoir une finalité extrêmement claire. Donc la première question qui se pose, c'est la question des sciences et de la finalité, c'est-à-dire les limites. Et là, on a deux dispositions qui sont différentes. C'est une disposition, la science est loin de la moralité, il n'y a pas à mettre de la moralité dans la science, rien ne doit empêcher la recherche scientifique. Et d'un autre côté, une question qui se pose, il faut toujours avoir une éthique du savoir, toujours. C'est-à-dire il faut toujours questionner les finalités du savoir. C'était deux voies qui ne devaient pas se rencontrer. À cette circonstance historique près, vous m'entendez? Voilà. À cette circonstance historique près, que l'évolution du savoir en Occident est allée tellement loin qu'elle a aujourd'hui les moyens de se retourner contre elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une science qui peut être destructrice, qui demande à l'homme de dire « mais quelles sont les finalités de votre savoir ?» Et on revient à la phrase de Rabelais « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est-à-dire, on est dans une science sans conscience. Et la conscience, c'est la perte de l'éthique. C'est-à-dire une science qui cumule le savoir sans donner de direction à ce savoir. Et d'un autre côté, les traditions religieuses, les traditions spirituelles qui disaient en amont, nous avons besoin de mettre des limites au savoir, parce qu'il faut que ça reste un savoir dit, ça reste un savoir utile, etc. Et tout à coup, on se rend compte, et c'est là où il y a une discussion. Dans le débat avec Edgar Morin, c'est exactement là où on se rend compte. Et on s'aperçoit ensemble que nous avons à partager ensemble des préoccupations essentielles. Des préoccupations spirituelles, des préoccupations humanistes, des préoccupations fondamentales pour la survie de l'humanité. C'est-à-dire qui posent la question du statut de l'homme dans cette réalité. Et ce sont les problèmes contemporains que nous avons, les grands problèmes contemporains quant aux sciences, par exemple. Alors, première question. On est d'accord? Vous voyez tout ce cheminement qui nous amène maintenant ensemble. C'est là où nous sommes. Et personne n'a de solution. Si vous voyez un savant musulman qui vous dit « nous les musulmans, nous avons la réponse », non, non, non. Nous avons certaines bonnes questions, nous n'avons aucune réponse formulée. C'est pas vrai. Aujourd'hui, la
conscience musulmane contemporaine n'a pas les réponses scientifiques aux défis scientifiques contemporains. Ce n'est pas vrai. Nous avons de bonnes questions, mais nous n'avons pas les réponses. Vous savez pourquoi nous n'avons pas les bonnes réponses? Parce que nous n'avons ni le savoir qui parfois devrait nous permettre de répondre, et ni la méthodologie. Nous avons un souci qui est très juste. Le souci éthique, il faut le préserver. Tant qu'il y a du souci éthique, il y a de la lumière dans le cœur. Le problème, s'il n'y avait pas ce souci éthique, on pourrait vraiment se poser des questions sur la conscience musulmane contemporaine. Dès qu'on a perdu le souci éthique, on a perdu le lien avec le Créateur. Le lien avec le Créateur en termes de savoir, c'est le souci éthique. C'est en fait, au bout du compte, à quoi sert ce que je fais? Chacune et chacun dans cette salle, quelle que soit votre activité humaine, quel que soit ce que vous faites, en fait, quand vous regardez votre papa et votre maman, quand vous regardez votre fils et votre fille, quand vous regardez votre femme ou votre mari, quand vous regardez votre emploi, le souci éthique, c'est cette question. À quoi sert ce que je fais? À quoi sert ce avec qui je suis? À quoi je sers? Éthiquement, c'est ça la question. Tout ce que je fais, ça c'est quelle est l'utilité? En d'autres termes, quelle est la finalité? Qu'est-ce que je veux dans ce que je fais? Qu'est-ce que je veux avec qui je suis? Qu'est-ce que je veux avec qui j'éduque? Qu'est-ce que je veux avec qui je vis quand il m'a ou elle m'a éduqué? Quelle est la finalité? Ça, c'est le souci éthique. Et l'islam dit à chaque conscience croyante, le souci éthique doit être permanent et transversal. Ça doit toucher toutes les aires de votre activité. Et quand vous rentrez dans votre bureau, quand vous allez dans votre emploi, ce souci éthique, il doit être là. Il doit être là. À quoi sert ce que je fais? Je travaille dans la finance, je travaille dans l'économie, je suis médecin, je suis professeur, je suis étudiant. À quoi sert ce que je fais? Au sens éthique, quelle est l'utilité? En d'autres termes, mis en termes islamiques, quelle est ton intention? Et ça, vous comprenez pourquoi Al-Bukhari disait le hadith le plus important de toute la tradition musulmane, c'est celui qu'on retrouve dans 350 chapitres et qui est Innamal a'malu binniyat. C'est le souci éthique. Tant que vous êtes là-dedans, vous êtes dans le souci éthique. Si vous oubliez de questionner votre intention, vous êtes en danger. Il y en a certains, dans certains domaines, ils sont en danger. C'est-à-dire, ils questionnent leur cœur. Enfin, vous savez ça. D'accord? On questionne nos intentions en géométrie variable. Ayant dit ceci, on s'aperçoit que là, ce souci éthique, c'est quelque chose qui est partagé. Et donc là, on est à cette étape de la réflexion. Maintenant, on va en arriver, quelles sont les questions contemporaines majeures, que nous partageons tous, universellement. Le premier, c'est que quand nous parlons des sciences, nous avons bien compris que nous parlions des sciences au pluriel. Il y a des savoirs. Et ces savoirs, on les a catégorisés. Oui? Tout système scolaire, tout système éducatif catégorise les savoirs. Et quand il les catégorise, il les hiérarchise. Oui? C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, vous avez les savoirs, alors les grandes catégories, sciences expérimentales, sciences exactes, sciences expérimentales, sciences humaines. Grande catégorie. Ensuite, vous pouvez rentrer dans d'autres choses qui sont les langues, qui vont être les sciences humaines, qui vont être la géographie, l'histoire. Vous avez des savoirs. Et ces savoirs-là, en général, dans n'importe quelle institution, on va les organiser. Et on va les organiser, et parfois on va donner la priorité. Alors, dès le plus jeune âge, on sait que la mathématique, parce qu'on détermine effectivement qu'il y a des savoirs qui vont façonner le fonctionnement cérébral. Et la question des langues, dans le rapport de l'interpersonnalité, la fonction des mathématiques, dans le rapport à la logique, le rapport à la physique, dans le rapport à l'environnement physique, le rapport à la chimie, etc. On a des savoirs qu'on va catégoriser, et on va catégoriser ces savoirs, déterminer des méthodologies en fonction des objets d'étude, et ensuite on va catégoriser ça dans tout système scolaire, tout système éducatif. La question qui va se poser à tout le monde, c'est la question de savoir quelle est la catégorisation que nous proposons, quelle est la hiérarchie que nous imposons, et au nom de quoi il y a une hiérarchie des savoirs. Qu'est-ce qui détermine la hiérarchie des savoirs? Comment se fait-il aujourd'hui que dans tous les systèmes du monde, tous, sans exception,
société majoritairement musulmane ou en Occident, certaines disciplines est autant perdue en matière d'importance et de centralité dans les ordres du savoir. On prend un exemple. Tous les systèmes éducatifs relèvent la crise de la discipline qu'est l'histoire et l'étude des mémoires. Pourquoi? Qu'est-ce que dit une société quand, dans l'étude que l'on donne aux enfants, l'histoire est devenue le parent pauvre des disciplines? On prendra plus de temps à savoir utiliser les techniques de l'informatique que la mémoire des êtres humains. Et là, vous entendez du fond des âges Jean Fateba qui disait, vous savez, en Afrique, chez nous, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Il voulait dire par là, le vieux est le porteur de la mémoire. Et que nous, si on est fidèle à nos traditions, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le dhikr, qui est le souvenir, dit « vous êtes dans la dignité de l'humain si vous savez garder la mémoire des humains ». L'histoire est essentielle à l'évolution positive. Moins de mémoire, c'est moins de souvenirs et c'est le risque de répéter les mêmes erreurs. Et nous, alors, on est champions, l'humanité, pour répéter les mêmes erreurs. À tel point qu'on a l'impression étrange que l'histoire se répète. Nous sommes, à l'échelle humaine, ce que la mémoire des poissons à l'échelle du bocal. La mémoire du poisson, c'est 2 secondes. C'est pour ça qu'il tourne en rond. Vous savez ça, c'est physique. Il tourne en rond, il ne s'en rend pas compte. Nous historiquement, nous tournons en rond avec le malheur et la souffrance que nous nous en rendons compte. Nous nous apercevons que nous revenons. Mais ça veut dire une chose, ça, en termes de l'enseignement. Qu'est-ce qu'un système éducatif qui nie, qui diminue l'importance de la mémoire? Qui diminue, ça veut dire quoi culturellement? Si vous voulez coloniser un peuple, de quoi le privez-vous? De la mémoire de ses racines. C'est le meilleur moyen de coloniser son présent. Et quand on est dans une société qui dit l'islam et nos références, et qu'on veut résister à l'imposition d'une culture mondiale, avez-vous remarqué que la force de la culture mondiale, c'est qu'elle est une culture du présent? Elle n'est pas une culture de la mémoire. Elle est une culture du présent, de l'immédiat, de l'instantané. Vivre dans le présent et ne pas avoir la mémoire. Et là, c'est une des premières questions des sciences et de l'éthique, c'est quel savoir transmettez-vous? Comment se fait-il que dans les ordres d'enseignement, de plus en plus, les questions fondamentales de la philosophie, du pourquoi des choses, pas comment ça marche, ne me dis pas comment ça marche, ne me fais pas étudier comment ça marche, dis-moi pourquoi? La question du pourquoi la vie, pourquoi la mort? Pourquoi dans nos écoles, on parle de moins en moins du pourquoi de la vie et du pourquoi de la mort, mais comment faire fonctionner les ordinateurs? Comment faire fonctionner ce qui fonctionne en termes matériels? Une vraie question dans l'ordre des enseignements. Et ça, le choix des savoirs, c'est un choix de société. Et aujourd'hui, nous, dans nos écoles, on ne parle jamais de ça. On ne parle pas des savoirs, on parle du structurel. On réforme la structure d'enseignement. On ne questionne pas les programmes d'enseignement. Et les programmes d'enseignement sont la première question éthique sur l'ordre des savoirs. Et ça, c'est important parce que de plus en plus, nos écoles, nos universités sont en crise parce qu'elles transmettent le savoir-faire, c'est-à-dire la maîtrise des moyens, et non pas le questionnement sur les finalités. Le problème, il est à la source, la conception de l'homme et la conception des savoirs. Donc on a un vrai problème. Et une autre chose aussi, on vous enseigne la littérature, on vous enseigne peut-être la philosophie, on vous enseigne peut-être la langue arabe, la langue française, mais en même temps, on est très préoccupé par le fait il faut bien parler pour bien savoir s'exprimer, pour être dans la communication interpersonnelle. Mais en fait, on s'aperçoit, et c'est là où les musulmans, parce qu'ils perdent de plus en plus de mémoire, ne se rendent pas compte que dans toute la tradition musulmane, l'acquisition de la langue, elle n'était pas simplement instrumentale,
la langue, c'est deux choses. L'instrument par lequel je communique et l'instrument par lequel... Je disais qu'un des problèmes que j'ai avec tous ceux qui sont en train de parler de révolution, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'il faut une vraie réforme qui soit la réconciliation des peuples avec leur créativité, avec la langue, non pas comme instrument de communication, mais comme expression de leur imaginaire, de leur bien-être. Et ça, c'est aussi lié à l'éthique. Un savoir qui ne tient pas compte de ça est devenu un savoir instrumental. Instrumental, ça veut dire un instrument, pas un savoir d'édification. Le savoir qui édifie fait un être, le savoir qui instrumentalise fait des moyens. Le culte du savoir des moyens pose la vraie question éthique. C'est que quand on a tout réduit aux moyens, on n'est plus du tout dans l'ordre de l'édification. Et là, vous revient une invocation prophétique que je rappelle toujours, le prophète qui dit « Allahumma nas'aluka alman nafi'a » nous te demandons un savoir utile, et un savoir utile, c'est pas fonctionnel, c'est un savoir utile à mon être et à ma dignité. Un savoir de l'édification, un savoir qui fait un être, pas un savoir qui fait un instrument. Parce que quand le savoir n'est qu'un instrument, je deviens l'instrument de mon instrument. C'est l'objectivité de l'instrument qui fait une objectivation même de celui qui porte cet instrument. C'est ça, 1984, c'est ça toute l'expression de cette science qui devient fiction tellement elle se retourne contre nous-mêmes. Donc, premier élément, qui est un vrai problème contemporain. Dans la discussion avec Edgar Morin, en termes simples, parce que là c'est peut-être un peu compliqué ce que je fais, mais je fais exprès, pour mettre en évidence la complexité de ces questions-là, et bien dans un langage simple, on s'est aperçu qu'on avait les mêmes questions. Comment ça se fait? Comment se fait-il, de ce point de vue-là, que nous ne célébrions pas? Et là, on peut rester assis en se disant, c'est vrai, les systèmes éducatifs font tout ceci. Mais là, il y a une responsabilité personnelle aussi. Nous ne nous sommes pas simplement éduqués par les systèmes scolaires. Chacun d'entre nous porte sur son épaule les éléments de sa propre éducation. C'est qu'à partir d'un certain moment, qu'est-ce que c'est l'éducation? On le sait. L'éducation, c'est aller avec jusqu'à un moment donné où vous allez laisser la personne aller toute seule. Quand vous allez tout seul, vous devez comprendre que vous devenez responsable de votre propre éducation. Jamais vous ne sortez de l'ère de l'étude. Nous sommes des étudiants à vie. Et à un moment donné, par rapport à sa propre vie, il faut que nous développions une curiosité. Et cette curiosité, c'est s'ouvrir aux autres savoirs. Certes, vous êtes spécialisé là, mais vous êtes curieux d'autres choses. Vous vous ouvrez à d'autres savoirs, les sciences sociales, la littérature, d'autres savoirs. Et ça demande la responsabilisation personnelle. Aujourd'hui, nous sommes tellement liés à la culture des diplômes que finalement, quand nous avons réduit le savoir à l'acquisition du diplôme. Or, le diplôme ne devrait être que le moment qui m'ouvre à d'autres savoirs. Nous, on a réduit tous les savoirs au diplôme. Donne-moi le diplôme, ça veut dire que j'ai su. Ça se discute. Ça se discute. Et vous savez qu'il y en a certains qui étudient pour le diplôme. Ce culte du diplôme, il est particulièrement négatif. Parce qu'évidemment, c'est le moyen qui nous permet d'agir dans la société, mais il est problématique du point de vue éthique. Et je vous dirais que le pire, c'est que vous allez voir des savants musulmans qui ont ce même souci de l'acquisition du diplôme ou du titre. Cheikh, Alim. Et dès qu'ils ont le titre, c'est comme si on avait acquis le statut du savoir. Or ça, c'est un culte du moyen. Ça n'est pas le questionnement sur les finalités. Parce qu'au bout du compte, il ne s'agit pas d'avoir eu le titre de cheikh pour être le cheikh qui traduit ou qui parle de l'essence des choses. On peut simplement parler du structurel. Donc on s'aperçoit que c'est encore une maladie générale. Ce n'est pas simplement en Occident, c'est dans les sociétés majoritairement musulmanes et également même dans les sciences religieuses. Deuxième ère de problème sur la question des sciences et des finalités, sur la question des sciences et de l'éthique, ce sont les finalités. Ça va dans le prolongement de ce que je suis en train de dire, en mettant en évidence une chose. Il ne faut pas que notre morale empêche le chercheur de chercher.
en lui disant non, on ne cherche pas, non, on doit pouvoir chercher. Maintenant, on doit poser deux questions essentielles en science, c'est les moyens que l'on utilise et les finalités, ce pourquoi on le fait. Et ça veut dire que dans toutes circonstances, il faut se poser la question de savoir est-ce que les moyens mis à disposition valent les finalités que nous devons rencontrer. Ça veut dire, par exemple, des choses qui sont tout ce qu'on est en train de faire en matière d'investissement dans la recherche spatiale, par exemple. Les milliards. La question c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on essaye de faire par rapport à ça? Et nous, on s'aperçoit que les sociétés majoritairement musulmanes entrent dans ceci, dans une compétition qui ne questionne plus les finalités, mais qui entre dans la compétition des moyens. Et quand on entre dans la compétition dans les moyens, on est dans science sans conscience. On n'est plus dans le questionnement. Donc là, on a un vrai problème, c'est pourquoi mettons autant d'argent? Je vous donne un exemple. À un moment donné, vous avez entendu au Pakistan qu'on a parlé de la bombe nucléaire islamique. Ça, déjà, il faut le faire. La bombe nucléaire islamique. Ce qu'on voulait dire par là, c'est que c'était un pays majoritairement musulman qui avait la bombe nucléaire. Et moi, j'ai posé la question. On est venu vers moi dans une émission à la BBC, on me dit, qu'est-ce que vous pensez de la bombe nucléaire islamique? Moi, j'ai dit, c'est une contradiction dans les termes. Et j'ai un vrai problème par rapport à ça. J'ai un vrai problème parce que la bombe nucléaire, par définition, si elle s'abat quelque part, elle tue sans discrimination l'innocent et le coupable. Donc le principe, c'est que c'est déjà contre toute mon éthique de la guerre. Par définition, je ne peux même pas imaginer qu'on utilise une bombe nucléaire. Et que pour moi, bombe nucléaire islamique, en langage français, c'est ce qu'on appelle un oxymore. Oui, c'est comme dire le soleil noir. Oui, ça ne va pas ensemble. Quand j'ai dit ça à des musulmans, on dit non mais tu comprends rien à la géopolitique. En fait, on va acquérir la bombe nucléaire pour être dans l'équilibre des forces avec l'Inde. Donc en fait, on ne va pas l'utiliser, mais on va leur faire peur. Question éthique. Est-ce qu'il est légitime de mettre des millions de dollars pour une bombe nucléaire dont vous êtes en train de me dire que vous n'allez pas l'utiliser pour faire peur quand dans la population, il n'y a pas d'éducation et il y a des gens qui meurent de faim? Est-ce que éthiquement, ce savoir est juste? Est-ce que c'est juste ce que vous faites, islamiquement? Et la réponse est, tu ne comprends pas la géopolitique. Je préfère ne rien comprendre à la géopolitique que d'avoir sur la conscience le fait de mettre des millions de dollars dans des instruments de savoir qui sont d'une pure conquête et la pure équilibre des forces, sans une conscience profonde de quelles sont les priorités. Car au fond, c'est bien ça dont il s'agit. Quelles sont les priorités, quelles sont nos finalités et quelles sont les priorités de nos finalités? Est-ce que c'est l'éducation populaire? Est-ce que c'est la compétition? Et d'être fier d'avoir une bombe nucléaire? Je ne sais pas comment on fait pour être fier d'avoir une bombe nucléaire, déjà. Ensuite, si on la qualifie d'islamique, c'est encore plus problématique. Vous pouvez, de ce point de vue-là, aller dans énormément de domaines du savoir et vous allez vous apercevoir que la conscience musulmane contemporaine, elle a le même problème que tout ce que nous partageons avec les systèmes de savoir aujourd'hui. Et donc, ça veut dire quelles sont les finalités et quel contenu. Aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir, je suis européen, je viens de l'Europe, et on a un vrai problème dans les contenus des sciences, dans le rapport au savoir et le rapport aux écoles, et qui est en train aujourd'hui de vous coloniser, vous, au sud de la Méditerranée et toute l'Afrique. Une question fondamentale. Qui détermine les contenus du savoir avec quel argent? Parce que dans l'éthique du savoir, quand on parle de science, on parle d'argent. Le savoir, c'est de l'argent. Les sciences, c'est de l'argent. La science médicale, c'est de l'argent. C'est pas du bénévolat. La pharmacie, c'est pas on fait des médicaments pour vous sauver. On fait des médicaments pour faire de l'argent. On fait de l'argent. C'est des grandes entreprises pharmaceutiques qui font de l'argent et qui vont tellement loin dans le cynisme qu'elles peuvent empêcher un pays d'avoir accès aux produits génériques pour faire de l'argent. C'est-à-dire que l'on sait aujourd'hui que des morts et des morts sont morts du sida en Afrique du Sud parce que des entreprises pharmaceutiques ont empêché que des médicaments génériques beaucoup moins chers parviennent aux populations africaines, qui aujourd'hui vivent de 2,5 millions de morts de cette même maladie qu'on a endiguée en Europe grâce à la quadrathérapie et qui n'est pas possible d'endiguer en Afrique. Pourquoi? Parce que des entreprises pharmaceutiques ont, de ce point de vue-là, bloqué les brevets et empêché l'accès à des médicaments génériques. Voilà ce que c'est.
Donc ils font pas dans l'humanisme. Ils font pas dans l'humanisme, ils font dans l'accaparement ou le business. Voilà. On peut dire ça comme ça. Ils font dans le profit. Donc, ayant dit ceci, on s'aperçoit qu'il faut se poser la question de savoir l'argent vient d'où et comment cela se passe. Une chose qui est aujourd'hui en train de se faire partout, c'est l'intervention d'entreprises dans les systèmes scolaires et qui mettent de l'argent avec l'idée que quand ils mettent de l'argent, ils imposent des programmes et des directions. Tous les systèmes mondiaux aujourd'hui sont en train de devenir de moins en moins des services publics et de plus en plus des marchés pour les entreprises privées. Quand l'éducation devient un marché pour les entreprises privées, on n'est plus du tout dans la maîtrise des savoirs. C'est-à-dire que les savoirs sont soumis à des intérêts supérieurs liés à des ressources financières supérieures qui sont liées à des intérêts privés. C'est la fin de la conscience. On n'est plus du tout dans le service public devrait protéger le contenu des savoirs par une conscience. Et là, on est dans la compétition d'intérêts privés qui ne travaillent pas forcément avec la conscience. Sinon, ça se saurait. Sinon, on le verrait. Et donc, on ne le voit pas. Question très très importante sur les sciences et l'éthique, c'est le financement, les sources et donc les finalités. Deuxième terre sur lesquelles la conscience musulmane contemporaine n'a que l'arme de la critique. Aucune alternative, aucune présentation d'une alternative réelle qui soit concrète. Là-dessus, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas dans ce débat. Dernier élément qui est particulièrement important aussi, c'est ce que sont en train de devenir nos espaces d'enseignement et nos espaces académiques, scolaires. Si nous sommes dans le savoir et dans l'éthique, et que nous sommes dans le savoir utile, il y a une chose à laquelle il faut que nous répondions de façon extrêmement claire. Quelle est la relation entre les espaces d'acquisition du savoir et les espaces sociaux? C'est-à-dire, quelle est la relation entre l'université et la cité, entre l'école et la société? Quelle est la relation? Un savoir utile, c'est un savoir qui s'enseigne dans une institution au service de la communauté humaine. Tout savoir qui s'enseigne uniquement pour l'élite qui fait de l'argent de son savoir et qui ne sert pas l'humanité est un savoir qui travaille contre l'humanité. C'est un savoir d'élite, c'est un savoir qui capitalise, c'est un savoir qui thésaurise, c'est un savoir capitaliste, au sens de l'essence même de la thésaurisation. Autant vous pouvez thésauriser des biens, autant vous pouvez thésauriser des idées. Et quand il n'y a pas de lien entre la cité et la société, il y a un vrai problème. Raison pour laquelle vous voyez que dans toutes les traditions musulmanes, sachez bien une chose, les plus grands savants, ils n'étaient pas ceux qui étaient dans des institutions, ils descendaient dans la mosquée et ils donnaient le cours dans la mosquée aux gens qui venaient. Ils étaient au cœur de la cité, loin des pouvoirs. Aujourd'hui, nos savoirs, c'est proche des pouvoirs, loin des hommes. Quand vous êtes dans cet ordre-là, vous apercevez qu'il y a un vrai problème. Maintenant, baladez-vous en Afrique, baladez-vous au Maroc, baladez-vous dans les sociétés majoritairement musulmanes et vous allez voir que nous avons pris des espaces d'enseignement en Occident le pire, c'est-à-dire que nous avons intégré le savoir d'élite coupé de la société. C'est-à-dire que nous avons des diplômes, que c'est tellement vrai même qu'on va accepter de partir dans les sociétés occidentales, acquérir le diplôme et pas forcément venir se greffer aux populations. C'est un savoir cloisonné. Et ce savoir cloisonné, ça ne peut pas être le savoir utile. C'est un savoir qui, par essence, manque d'éthique. C'est un savoir instrumental pour ceux qui en ont fait leurs instruments. Donc on a une vraie question ici. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est sérieux sur les questions de savoir, il faut aller loin. Il faut aller se dire, quelle est la relation que je fais entre la société, l'université et la cité? Quand on vient vers moi, par exemple, moi je suis dans une université qui est le sommet de l'université élitaire. Pour entrer à Oxford, il faut avoir de l'argent et il faut avoir des résultats. Donc tous ceux à qui j'enseigne, c'est l'élite de l'élite qui viennent des pays. Alors
Là, c'est le contraire de tout ce que je pourrais imaginer comme lien entre l'université et la cité. Le contraire. Ceux que j'ai en face de moi, ce sont ceux qui sont, finalement, c'est une tour d'ivoire. Et toute la question, et donc c'est une vraie question que j'ai à me poser, qu'est-ce que je fais dans une institution qui est aussi élitaire? Et c'est là où vous devez vous poser la question. Vous ne pouvez pas être dans une telle institution si vous avez une conscience, si vous n'ajoutez pas à votre engagement le fait de faire le lien entre l'université et la cité. C'est-à-dire intervenir à l'extérieur, travailler dans le type de conférence que je peux faire à travers le monde, c'est-à-dire d'ajouter à l'engagement académique le service humain. Oui, et certains viennent vers vous et disent « Oui, mais tu n'es pas tellement dans l'académique, tu es dans l'académique et tu es dans le public. » Et ma réponse est « Par nécessité morale. » Par nécessité morale. Il ne peut pas être question de s'enfermer dans l'académique et de se perdre loin de la cité. Ceci, pour moi, ce serait l'inverse d'une conscience humaniste ou même d'une conscience religieuse qui sait ses obligations. Donc, troisième champ de réflexion sur lequel nous avons à travailler. Et pour arriver vers mes éléments de conclusion, si on voit tout ceci, c'est commun. Et dans le texte avec Edgar Morin, on touche à ces questions-là, on en parle, et on se dit, tout ceci montre bien qu'il y a un vrai problème de crise. Et il y a un des éléments sur lesquels on s'est arrêté, qui est un quatrième champ de problème, c'est ce qu'on appelle la fragmentation des savoirs. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus de transdisciplinarité, ce que je disais, vous êtes des spécialistes, et vous devenez des spécialistes du détail sans vision du global. Et quand vous devenez un spécialiste du détail et sans vision du global, vous pouvez devenir extrêmement dangereux. Pardon, parce que vous allez pousser dans le détail, mais vous ne savez pas dans le global les conséquences de ça. Et à un moment donné, c'est la conscience d'Einstein qui à un moment se dit « je ne savais pas que mon savoir pourrait aller jusqu'à la destruction des hommes ». Donc tout à coup, il y a une conscience qui se réveille. Mais aujourd'hui, vous avez des gens extrêmement éthiques dans leur vie personnelle, mais qui sont en train de travailler sur des savoirs destructeurs sur le plan du détail. Ils se spécialisent sans compréhension des conséquences globales de cette spécialisation. Et là, ça devient un problème parce qu'on est en train de vous expliquer « attention ». Il faut que vous soyez extrêmement pointu dans le savoir. Et on vous pousse à être pointu. Et vous vous dites, c'est juste, il faut que je me spécialise. Mais sans conscience du global, la compétence du détail devient dangereuse. Sans conscience et compréhension du total, la spécialisation, la compétence dans le détail peut devenir extrêmement dangereuse parce que vous ne savez pas où ça nous mène. Donc c'est la fragmentation des savoirs sur laquelle, par exemple, dans le livre La Voix, Edgar Morin, et dans le livre qu'on a fait ensemble, il parle de ceci en disant « il faut réformer nos structures éducatives parce que cette fragmentation, c'est la déshumanisation. » Et la déshumanisation, c'est vraiment agir contre l'homme. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Le quatrième champ sur lequel il faut s'arrêter d'un point de vue, alors là, strictement islamique, c'est qu'on s'aperçoit que aujourd'hui, il est évident, le monde majoritairement musulman, les sociétés majoritairement musulmanes, en termes de sciences expérimentales et de sciences exactes, voire même de sciences humaines, nous sommes à la traîne. Nous sommes à la traîne et nous essayons de rattraper. Alors, on essaye d'avoir des universités qui soient compétitives, et tout ça c'est bien, il faut produire des institutions. On est, à des moments donnés, en train d'essayer de faire la même chose que ce qui se fait en Occident, et donc on essaye d'établir des institutions. Et donc on essaye de rattraper. Le problème que nous avons, c'est qu'avec le souci de rattraper quant à l'acquisition des savoirs, les institutions, nous nous apercevons que dans la conscience musulmane contemporaine, on essaye d'adapter les moyens, mais on ne se pose pas la question fondamentale de quels sont les objectifs. Et là, on a un problème où les fuqaha, les juristes musulmans, et c'est pourquoi à un moment donné, le Centre sur la législation islamique et l'éthique a été l'un de mes soucis majeurs à travers le livre La réforme radicale, on s'aperçoit que ce que font les savants musulmans, c'est que dans cette course au savoir, ils vont élaborer du fiqh, c'est-à-dire de la jurisprudence, qui est une jurisprudence de l'adaptation à cette espèce de course de vitesse avec l'autre. Et ils vont finalement commencer à donner des avis juridiques sur des choses qui sont de détail sans avoir une vision globale.
Alors on leur présente du détail. Et là, on a un vrai problème. C'est qu'on ne peut pas aujourd'hui développer une pensée juridique musulmane du détail sans avoir une compréhension de là où ça nous mène. De là où ça nous mène. C'est-à-dire, à un moment donné, en islam, on le sait, le don d'organes est possible. Oui, on peut donner des organes. Le consensus parmi les savants, c'est qu'on peut donner des organes à l'exception des organes reproducteurs. On peut donner des organes, très bien. Donc on y va. Maintenant, vous ne pouvez pas entrer sur cette question-là si vous n'avez pas une vision globale de l'économie mondiale qui aujourd'hui a fait du don d'organes un commerce et une traite d'esclaves. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pauvres, à qui on va prendre des organes parce qu'ils sont pauvres, on va même pouvoir faire en sorte qu'ils reçoivent de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins des riches. En d'autres termes, le don d'organes légitimes en matière médicale est soumis à une question fondamentale dans l'injustice de l'économie globale. Le don d'organes légitimes d'un point de vue médical est remis en cause par l'ordre économique qui fait aujourd'hui de la relation quelque chose de tout à fait inégal. Comment on répond à ça? Eh bien, le faqih, il ne faut pas commencer à lui parler de l'économie mondiale. Il va dire le don d'organes halal. Et on est content avec ça? Ça, c'est la trahison des finalités islamiques. Car la finalité islamique, elle part de don d'organes d'égal à égal. Pas le don d'organes de l'esclave et du pauvre aux riches. Pas le don d'organes qui fait qu'à un moment donné, un médecin reçoit en Inde des gens qu'il traite et parce qu'ils sont pauvres, il leur donne un tout petit peu d'argent, il prend un organe et il le donne à des riches. À un moment donné, on est dans une dérive. Et ce que l'on fait là par rapport au don, et le don d'organes, c'est quelque chose, en l'occurrence, qui est particulièrement important dans notre société aujourd'hui. Et vous allez voir que sur le plan médical, c'est ainsi, sur le plan de l'environnement, c'est ainsi, sur le plan de tous les savoirs qui sont pointus, on s'aperçoit qu'il y a des vraies questions par rapport à ça. Des vraies questions sur jusqu'à où on va. C'est vrai sur la question médicale, c'est vrai sur la question scientifique. C'est vrai là, sur la question scientifique. Par exemple, l'absence de véritable politique juridique musulmane sur la question du sida aujourd'hui et sur le traitement de millions de morts. Comment ça se fait que la conscience musulmane et les savants n'aient pas produit quelque chose qui mette quelque chose de clair par rapport aux médicaments génériques? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de fatwa là-dessus? Parce que d'abord, on considère que ce n'est pas important, mais qui considère que ce n'est pas important aujourd'hui? Eh bien, les grandes entreprises pharmaceutiques, mais les gens qui en meurent tous les jours, c'est pas vers eux, normalement, que l'expression de la fatwa devrait être là. Et on a un double problème, c'est que pour beaucoup de savants musulmans, c'est une conspiration. C'est que pour... J'ai bientôt fini. Je suis dans mon temps ou j'ai pris trop long? Je n'ai pas envoyé un signe. C'est bon? Qu'est-ce que je disais? Oui, le double problème qu'on a par rapport à... C'est que pour beaucoup de savants musulmans, la question du sida, elle est liée au haram, à l'homosexualité. Encore aujourd'hui, alors qu'on sait aujourd'hui que ça passe par les transfusions sanguines, il y a des gens qui sont complètement innocents, et même à la limite, si ça passait par l'homosexualité, quand quelqu'un est malade, on ne lui pose pas la question de savoir qu'est-ce que tu as fait. Vous vous souvenez, vous avez vu ce film de cette jeune femme, de cette jeune égyptienne là, qui est devenue malade. Elle est devenue malade parce que son mari était en prison et qu'il a attrapé le sida en prison. Elle n'avait rien à se reprocher, elle l'a eu de son mari. Quand elle est allée à la télévision, qu'elle devait pouvoir avoir le traitement, elle va à la télévision, on lui dit à une condition, c'est que vous disiez comment vous l'avez eu, comment vous l'avez obtenu. En d'autres termes, qu'est-ce que vous avez fait de haram qui puisse nous donner un tout petit peu de... Elle a refusé. Elle en est morte. Elle en est morte. Et c'est elle qui avait raison. Un médecin n'a pas demandé la cause du mal, il traite le mal, point. Vous n'êtes pas les gardiens de la moralité. Le problème de beaucoup de savants sur ces questions-là, c'est que ce n'est pas une priorité parce que le sida, c'est forcément qu'il y a une faute quelque part. Donc on a moralisé la maladie et en plus, on n'a pas rendu prioritaire la vie de millions de personnes. De millions de personnes.
Et donc on n'a pas de fatwa. Et pourquoi on n'a pas de fatwa sur ce détail? Parce que la vision globale manque aux savants. On a un vrai problème. Non, Sabroun Jamil, il faut... On sourit et on attend. Donc on est d'accord. Donc, en l'occurrence, voilà des choses qui sont des questions où on s'aperçoit que toutes les questions que j'ai dites, dont j'ai parlé, et qui sont des questions communes, et celles-ci, où on s'aperçoit que d'un point de vue musulman, on n'est pas équipé, qu'à force de vouloir courir après le savoir, finalement, on rate les vraies questions, on pose mal les vraies questions éthiques. Ça, c'est une dimension fondamentale. Le deuxième élément, dans la suite de tout ce que je disais, c'était cette transdisciplinarité dont on s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup trop de savants émettent des avis juridiques sur des matières qu'ils ne maîtrisent pas. Et que le manque de transdisciplinarité, c'est-à-dire de vision des savoirs les uns avec les autres, est une réalité de nos sociétés aujourd'hui et de nos sociétés majoritairement musulmanes. Et la célébration des savoirs que nous avons, et c'est bien le savoir, tout ça, ce sont des propos théoriques qui sont célébrer le savoir, mais pas célébrer le savoir tel qu'il devrait être dans la société contemporaine et comment il s'articule aujourd'hui, même par rapport à la question juridique. Même par rapport à la question... C'est marrant parce que le son part et ça reste vert. Là, c'est bon. Ah, il faut que ça soit rouge, en fait. Ah, ben voilà. On a fallu 1 heure pour comprendre que quand c'est vert, ça ne marche pas. Quand c'est rouge, ça marche. Ça, faudra m'expliquer pourquoi au Maroc, c'est quand c'est rouge que ça marche. Divergence culturelle sur les couleurs. Enfin, là, c'est vert, ça marche. Donc, je ne sais plus très bien quand ça marche selon la couleur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez bien sur la question des disciplines et des liens entre les disciplines. C'est pour ceci aussi que mon souci, aujourd'hui, sur la question des sciences et de l'éthique, c'est surtout une question d'éthique et de substance, de méthode et de substance. Et comment est-ce qu'on fait pour se faire converger les différentes aires de savoir, et puis qu'on réussisse à faire en sorte que ceux qui sont les savants des textes puissent être avec les savants du contexte, et que ceux qui sont dans les différents savoirs aussi puissent se rencontrer. C'est-à-dire il faut des gens qui sont dans les sciences humaines, dans les sciences exactes. Il faut que les sciences et les savoirs se rencontrent. Il faut créer cette transdisciplinarité. Et c'est vrai que dans nos institutions universitaires, on n'a pas ceci. Et dans le monde musulman, notre façon d'apporter ou de penser les sciences est problématique en substance et en structure. Et ce n'est pas simplement structurel. Et donc, c'est ce à quoi il faut travailler, ce sont ces éléments de convergence, où il faut pouvoir, de ce point de vue-là, sur du genre. C'est facile de dire, mais la question du genre, il faut toute l'acheter, de toute façon, c'est fou. Il faut faire attention. Il y a des données objectives et il y a des données culturelles. Il faut aborder les choses sur les deux angles. Qu'est-ce qui est du donné objectif? C'est-à-dire, est-ce que, oui ou non, et on aborde cette question avec Edgar Morin dans le livre, est-ce que le genre est une théorie complètement fausse? D'un point de vue islamique, non. Le genre n'est pas une théorie scientifiquement complètement fausse. Nous pensons qu'en fait, il y a quelque chose qui tient de la biologie et qui vient de l'essence, et quelque chose qui vient de la construction, bien sûr. Pourquoi les Usuliyoun, par exemple, ont tout de suite pensé, attention, dans la constitution du légal, des sources du légal, il y a le Coran et la Sunna, il y a les éléments qui vont être liés au Coran révélé et à la Sunna, des choses qui vont être liées à la nature, et Sunna al-Kawniyya, c'est-à-dire l'ordre du monde. On doit tenir compte de l'ordre du monde, on doit tenir compte de l'ordre du Coran dans ses principes, mais ce qu'ils disent tout de suite comme source secondaire, tenez compte du culturel, et l'orf. Et c'est quoi l'orf? Et l'orf, c'est comment se construisent des relations interpersonnelles dans un espace donné, bien sûr. Et c'est tellement vrai qu'entre la Mecque, essentiellement patriarcale, et Médine, plus matriarcale, c'est deux sociétés à quelques centaines de kilomètres l'une de l'autre, dont les constructions du rapport
à l'espace public sont différentes. Les femmes de Médine ont une présence publique plus importante que les femmes de la Mecque. Ça, ce sont des constructions culturelles. Et c'est pas que les femmes étaient constituées différemment à Médine. Et donc on conçoit directement, nous, qu'il y a un donné objectif de l'essence et un rapport construit par la société. Donc, une construction. Donc on a ces deux éléments. Et donc là, rouge, bleu, vert, voilà, maintenant. Voilà. Mais comment vous savez, vous, que c'est bon? Ah là! Alors vraiment, j'aurais besoin d'un cours sur la transdisciplinarité. Bon, enfin bref, ce que je voulais dire, sur la question par exemple des sciences humaines, sur cette question du genre, là c'est aussi des vraies questions. Et ça amène à une autre question. S'il y a une différence d'essence, s'il y a une différence, et aujourd'hui la biologie nous le dit, le fonctionnement cérébral d'une femme ne correspond pas au fonctionnement cérébral d'un homme. Donc on le sait. Maintenant quelqu'un qui dit non, ça c'est du bid'a, ou peut-être non, je dis ça c'est de la science. Oui, c'est de la science. On ne fonctionne pas pareil. Si on ne fonctionne pas pareil, si la captation des éléments d'un discours discursif est chez la femme beaucoup plus liée à l'entité de la réflexion et l'homme au détail du raisonnement, dans le fonctionnement, ça veut dire qu'on lit les choses différemment. On lit les choses différemment, vous êtes d'accord? Scientifiquement, c'est ce qu'on nous dit. Maintenant, vous prenez le Coran et vous le mettez devant les deux esprits. On le lit pareil? Celui qui me dit, bien sûr, on le lit pareil, je dis, mais non, pourquoi scientifiquement Dieu a fait que nos esprits fonctionnent différemment et qu'ils devraient lire le Coran de façon identique? Ça n'est pas logique. En d'autres termes, l'accès des femmes à la lecture du Coran va sans doute faire en sorte que certains secrets du Coran vont sortir différemment dans la tête d'une femme que dans la tête d'un homme. Ou alors j'ai rien compris à la science ou rien compris au Coran. Mais il y a une erreur. Si on dit ceci et qu'on s'appuie sur les savoirs, on part du principe que l'accès des femmes légitimes à la lecture scientifique du Coran va peut-être nous donner d'autres considérations sur la question des éléments qui peuvent être liés à la culture et à la construction, pas sur les qat'iyat, mais sur beaucoup d'éléments qui sont liés à la structure sociale, oui ou non? Là, les hommes disent peut-être. Mais la science a ses raisons que que les genres acceptent plus ou moins. Mais toujours est-il, et c'est ce que je dis dans la réforme radicale, je pose le principe qu'une lecture féminine du Coran mettrait en évidence, non pas sur les éléments de ma'loum min ad-din bidaroura, là-dessus on est d'accord, mais sur beaucoup d'éléments d'autres orientations et qui pourraient être d'autres lectures de ce point de vue-là, d'autres découvertes, étant entendu qu'à travers l'histoire, le Coran doit nous parler en permanence. Ça veut dire que vous voyez la transdisciplinarité ici, même au niveau du savoir, même au niveau de nos relations. Pourquoi? Parce que même certains mots, tels qu'ils sont lus par les hommes dans l'histoire et interprétés par les hommes dans l'histoire, peuvent être questionnés différemment par les femmes dans l'histoire. Certains mots et certaines consonances et certaines façons de pouvoir les lire. J'entends par là que tous ces savoirs emmagasinés de façon moderne doivent être des éléments qu'on doit convoquer pour développer un savoir transdisciplinaire et qui soit utile les uns pour les autres. Donc vous avez remarqué, tout le début de mon exposé, des défis qui nous sont communs. La fin de mon exposé, des défis qui nous sont spécifiques, dans notre façon de lire les textes, dans notre façon de lire le monde, dans notre façon de convoquer les savoirs. Et ça nous amène à la vraie question des sciences électiques. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est dans tous nos savoirs scientifiques, des sciences exactes, ou des sciences expérimentales, ou des sciences humaines, même dans les sciences religieuses, ce qu'il est impératif de faire dans tous les savoirs, c'est de réconcilier les savoirs et les finalités. Qu'est-ce que nous essayons de faire? Même dans le droit.
Je suis aujourd'hui d'avis, donc mon expérience avec le fuqaha, moi j'ai passé 25 ans de ma vie à essayer d'établir les reconsidérations du fiqh à la lumière de nos exercices contemporains, dans les sociétés majoritairement musulmanes comme dans les sociétés occidentales. Comment? Et je le dis dans la préface de la réforme radicale, j'ai atteint des limites. Pourquoi? Parce que le problème, c'est pas le fiqh. Le problème, c'est le maqasid et c'est les finalités. C'est qu'est-ce qu'on veut atteindre? Quel est l'objectif? Non pas pour remettre en cause les règles, mais pour lire les règles à la lumière des objectifs, de ce que nous voulons réaliser. Et ça, c'est comme ça qu'on doit aborder toute la question scientifique contemporaine. Et là, on s'est aperçu dans le débat que j'avais avec Edgar Morin que c'est le même défi. On parle de la même chose. On se rend compte qu'on a les mêmes choses. Et lui, il vient d'une tradition humaniste. Humaniste agnostique. Moi, je viens d'une tradition croyante et inscrite dans une tradition religieuse. Et tout à coup, on s'aperçoit que si nous, aujourd'hui, nous ne venons pas à poser ces questions ensemble, eh bien, c'est deux civilisations qui sont en train de se miner alors qu'elles devraient se concilier et se réconcilier. Wallahu a'lam wa a'lam wa ahkam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous tenons tout d'abord vous excuser pour le problème du micro tout à l'heure. Et permettez-moi, M. Tarek Ramadan, de vous exprimer ma plus grande estime et remerciements clairement partagés par notre chère audience pour nous avoir donné droit à un discours si enrichissant et de nous avoir fait part de vos idées les plus précieuses qui étaient décidément non sans intérêt et qui font appel à la curiosité de nos chers invités. Alors, sans trop tarder, permettez-moi d'ouvrir le débat, de vous donner la chance de partager et d'échanger vos questions avec M. Tarek Ramadan. Chère audience, à vous la parole. Bonsoir, M. Tarek Ramadan, je suis là. Et merci pour cette occasion. Je vous lis, je suis dans le bouquin de la réforme radicale. Je viens à peine de commencer cet ouvrage qui est assez énorme et j'espère pouvoir l'achever rapidement. Donc je vais intervenir en fonction de ce que vous avez développé tout à l'heure. Alors les deux petits points, le premier c'est l'humilité intellectuelle, le deuxième c'est connecter l'homme avec le savoir. L'humilité intellectuelle et connecter l'homme avec le savoir. Je crois que pour ces deux petits points-là, c'est très évident que ça existe dans le Coran. Le Coran nous instaure une culture coranique très claire s'agissant de l'humilité intellectuelle. Ne serait-ce que dans le verset coranique qui dit « Wa sammakum al-muslimin ». Donc, musulmans, il n'y a pas de différence. Donc, vous devez rester dans l'humilité, vous devez l'appliquer. Et d'ici, on peut dire dans des termes les plus simples et les plus rapides que possible qu'il y a cette différence lorsqu'on dit dans l'embarras du choix, vous avez entre chiites, entre sunnites, entre croyants, entre non-croyants, etc. Alors que Dieu décide de nous donner une seule nomination, celle de musulmans. Je crois qu'à partir de ce verset coranique, on peut dénoter l'humilité intellectuelle qui existe et qui est instaurée dans le Coran. Quant au fait de connecter l'homme avec le savoir, c'est très aussi évident dans le Coran. On peut toujours le retrouver et ça existe, si vous voulez, à partir du moment que, lorsqu'on trouve « Afalat tadabbarun » Afala ta'qilun, beaucoup plus existant dans le Coran que Afala tu'minun. Afala ta'qilun a été utilisé beaucoup plus dans le Coran que Afala tu'minun. Ceci m'emmène vers un défi, si vous voulez. Alors si la culture coranique nous renvoie tout simplement vers la liberté dans le choix, hurriyat al-kufr, même, la liberté dans le choix. Est-ce qu'on peut dire que, dans le défi, est-ce qu'on peut dire maintenant que non, on doit toujours rester entravé par certaines règles à appliquer? Les deux petites règles que vous avez dit, celle du pourquoi et celle des outils. Est-ce qu'on peut toujours les appliquer pour dire que voilà, on est dans le bon chemin, ou tout simplement on peut se retrouver
devant une production scientifique internationale qui est issue d'une personne non croyante et qui est validée par le texte du Coran. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je terminerai rapidement, assurez-vous. Le deuxième petit point, c'est lorsque vous avez parlé d'ordre épistémologique, la question c'est qu'est-ce qui détermine la hiérarchie du savoir? Qu'est-ce qui nous laisse déterminer une hiérarchie du savoir? C'est une question d'ordre épistémologique, ça c'est sûr. Je crois qu'on est donc face à une référence morale qu'on doit avoir. La question est la suivante, c'est une question directe. Est-ce qu'on revient au texte divin et on va dire que nous allons instaurer une référence théologique? Dans ce cas, c'est une référence qui est réservée à la communauté musulmane, tout court, et à elle seule. Ou bien peut-on revenir vers des valeurs humaines partagées pour avoir une référence internationale qui lie et musulmans et autres dans ce classement qu'on doit chercher les deux. Et pour terminer, vous avez bien dit, lorsque vous avez fait le point sur l'imagination, Albert Einstein cite que l'imagination vaut mieux que la connaissance. L'imagination ne peut être explicitée que par la langue. Merci, merci encore une fois. Trois questions, pas 3 fois 3 questions. Bonjour Monsieur Tarek Ramadan, je vous remercie d'abord pour votre exposé. Ma question est toute brève et toute courte. Où est le problème dans la compétitivité, dans l'acquisition des moyens ou bien des sciences même, si la finalité est connue? Par exemple, dans l'exemple de situation, c'est de se dire dans la notion del maqas, c'est-à-dire quel était l'objectif? Qu'il y ait un véritable équilibre d'hommes et de femmes. Ben moi, dans mon dispositif, même par rapport à mes enfants, de garçons, de filles, le principe pour moi, ça va être le suivant. C'est-à-dire, j'ai quelque chose à vous dire. Je dois vous parler. D'accord? Et c'est ce que j'ai fait dans une émission de la BBC. Je me suis fait critiquer par des savants musulmans en disant mais comment tu peux dire une chose pareille? C'est contre l'islam. Dire ceci, c'est contre les textes. C'était une émission de la BBC sur les testaments. Et ils avaient pris un couple juif, un couple chrétien et un couple musulman. Chacun venait avec une référence religieuse pour leur donner des conseils. D'accord? Et donc, les juifs étaient passés, les chrétiens, et puis moi j'étais la référence pour le couple musulman. Et ils ont des garçons et des filles. Et moi, ce que je mettais en principe, c'est que les textes sont travaillés, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire. Elle dit, mais il faut, de ce point de vue-là, avoir comment est-ce qu'on fait par rapport à la distribution. Eux, ils voulaient être dans l'esprit islamique, mais ils se disaient, mais dans la situation dans laquelle on vit, ça ne va pas être applicable, ça va être injuste pour nos filles. Et la question c'était, dans une situation comme celle-ci, vous pouvez aussi responsabiliser les héritiers. En disant, vous les hommes, mes garçons, vous avez le droit à une double part. Vous les filles, vous avez le droit à la moitié de la part. Et vous responsabilisez les hommes en disant la chose suivante, écoutez-moi bien, si vous prenez le double, c'est que vous vous engagez, c'est que vous vous engagez devant vos parents et devant Dieu et vos parents, à prendre en charge vos sœurs telles que ce doit être, c'est-à-dire vous devez couvrir les dépenses. Maintenant, si vous me dites que vous ne pouvez pas le faire et que vous préférez qu'on répartisse à part égale, parce que vous ne pouvez pas le faire, on va répartir à part égale. Soit vous prenez vos responsabilités quant à l'objectif, soit vous levez votre droit quant à la part. Parce que si vous ne le faites pas, ce serait injuste. Vous prenez le double et vous ne vous occupez pas d'elle, ça ne va pas le faire. Donc, islamiquement, vous responsabilisez l'héritier par rapport à la démarche islamique en rappelant, voilà l'objectif. Vous prenez le double si et seulement si, shurut, elles vont être appliquées. Sinon, vous faites en sorte de lui donner sa part et vous êtes libéré. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Moi, c'est ce que je disais. Et donc, en l'occurrence, là, on dit, c'est pas possible, on ne peut pas responsabiliser. Je dis, mais vous ne pouvez pas ne pas tenir compte du contexte, parce que sinon, c'est de l'injustice. Mais comprenez-moi bien. Je ne vais pas trop vite dans l'idée qu'il faut changer la règle. Parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a une hikma dans la règle. Et que l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, il est celui-ci. C'est la déresponsabilisation des hommes et l'injustice dans le traitement des femmes.
Mais le vrai problème dans la question des femmes aujourd'hui, ce n'est pas les femmes, c'est la déresponsabilisation des hommes. On a un vrai problème du statut masculin dans la communauté musulmane sur des questions comme celle-ci. Donc j'aimerais qu'on les aborde de façon plus générale, vous voyez, et pas en allant trop vite, en démantelant le tissu juridique. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée, c'est dépassé. Non, 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 c'est pas dépassé. Derrière, il y a une hikma, derrière, il y a un ordre qu'il faut bien, surtout quand on voit les problèmes que nous avons maintenant. Wallahu a'lam. Merci, chère audience, pour vos réactions et merci monsieur pour vos réponses pertinentes. Malheureusement, le temps passe vite et notre conférence touche presque à sa fin. Oui, je tiens, en commande du club opérateur HTP, à présenter nos remerciements à notre chef de direction pour son aide. Nous tenons surtout à présenter nos remerciements les plus chaleureux et notre gratitude à M. Tarek Ramadan et tout son bureau pour sa présence fort appréciable et sa collaboration signifiante avec notre club et plus généralement avec l'école Hassaniyya et Femme. Avant de finir, M. Tarek Ramadan, en témoin du respect, de la gratitude et de la considération que nous éprouvons à votre égard, j'appelle M. Zakaria Tatawi, président du club opérateur HTP, pour vous remettre un petit souvenir symbolique de la HTP en particulier et du Maroc, ce pays qui ne cesse d'éprouver une considération qui est aujourd'hui fier de vous accueillir. J'invite alors M. Tarek Ramadan ainsi que nos invités d'honneur de suivre les membres du comité organisateur. Et par la même occasion, j'invite notre chère audience de regagner l'espace de vente de livres à la sortie de la salle dans le hall pour vous procurer de la dédicace dans quelques instants. Et merci. Dans une profession, et il y a un contrat qui détermine la déontologie. Et l'on sait en islam, le hadith du prophète est clair, et le musulman, les musulmans doivent respecter les termes de leur contrat. Dès qu'on a signé, c'est pour ça que je dis par exemple, même, vous savez, quand vous êtes un citoyen, et vous prenez le passeport, le moment où vous signez le passeport qui signe votre appartenance à la nation, vous êtes dans un contrat moral avec la constitution du pays, donc vous devez respecter. Donc l'idée que je ne respecte pas la loi parce que c'est du kufr, ça ne va pas. Je veux dire, c'est au nom de l'islam, de la charia, qu'on respecte les lois du pays où on est. C'est au nom de l'islam, c'est pas à l'exception de l'islam. C'est au nom même de la compréhension de notre religion. Et dans le secret professionnel, c'est exactement la même chose. Donc à un moment donné, on doit respecter ces termes-là. Maintenant, il y a des situations qui sont ce qu'on appellera des situations limites. C'est-à-dire que dans le cas du secret professionnel, il peut arriver que vous soyez dans une situation qui soit en conflit avec votre morale, votre conscience. Et là, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que je fais. Et là, c'est encore une fois une question d'équilibre, de tawazun. C'est une question de comprendre de quoi il s'agit. Le principe premier, c'est le respect de la règle. Mais quand vous êtes entré dans la profession, c'était une règle dont le principe était le principe du bien. Donc un cadre de protection du bien. Si maintenant le secret professionnel, on vient à un moment donné à devenir un secret professionnel qui protège le mal, et là vous êtes dans un conflit qui devrait être soit la rupture du contrat, soit l'exposition du mal. Et là ça dépendra des priorités. Oui, vous devez déterminer, comme par exemple, vous êtes dans une situation où dans le cadre de votre secret professionnel, quelqu'un est en train de vous dire, si vous êtes avocat par exemple, eh ben, je vais tuer quelqu'un, ou je vais mettre une bombe, ou je vais faire ceci, ou je vais corrompre, ou j'ai corrompu, à un moment donné, vous devez suspendre le rapport du contrat en disant, ce n'est pas les termes de mon contrat. Mon contrat, c'est le secret professionnel dans le bien. Maintenant, vous trouvez comme médecin dans des situations extrêmement difficiles. Parce que le secret professionnel peut être aussi, à des moments donnés, par rapport à une
personne. Et vous savez au Maroc que le problème, c'est que quand vous êtes médecin, à des moments donnés, vous ne traitez pas une personne, vous composez avec une famille. Vous savez ça. Et en l'occurrence, à des moments donnés, vous avez la responsabilité professionnelle et le secret professionnel. Et à un moment donné, pour un médecin par exemple, il y a cette idée, quand j'étais allé voir au sud, c'était à Marrakech, on avait une rencontre avec les médecins qui traitent le cancer. Et on avait parlé de cette question-là, où certains, à son patient. Et il me disait, mais on a un énorme problème, c'est qu'on a la famille qui te dit, surtout tu dis rien. Et il y a des gens qui vivent avec le cancer, dont la famille sait, et qu'ils imposent aux médecins de ne pas dire. Ça, c'est une vraie question parce que là, vous êtes dans le devoir professionnel. Entre le devoir professionnel et la relation familiale, avec la famille. Et à un moment donné, il y a des choses que dans le secret professionnel, vous ne pouvez divulguer, en fait, normalement, qu'à la personne. Mais, culturellement, à des moments donnés, vous allez le dire à la famille. Et là, c'est toute une situation où vous devez, en personne qui est experte dans le domaine, c'est-à-dire vous savez, à des moments donnés, vous devez faire des choix. Le principe premier, c'est le respect du contrat. Et ensuite, il va falloir composer avec des réalités qui sont des réalités de savoir comment gérer la situation. Et à un moment donné, vous êtes dans des vrais conflits de conscience. Mais vous essayez, dans la mesure du possible, de respecter le secret professionnel en n'exposant pas la personne. Vous n'avez pas à l'exposer. D'ailleurs, c'est un principe de vie, ça. C'est-à-dire le principe de protection. Même dans le mal, hein, même dans le mal, ça c'est une chose que chacun devrait savoir. C'est-à-dire que quand vous voyez le mal et que vous êtes le seul à le voir, la responsabilité première de celui qui voit est de couvrir ce qu'il a vu. Non pas d'aller le dénoncer. Pardon ? Alors justement, c'est là où vous êtes dans une situation où tout à coup, si vous êtes en face d'une personne qui peut par exemple être porteuse du sida, et que vous savez, par exemple, et que vous savez que cette personne-là, elle devient un danger à d'autres, c'est là où vous devez vous rentrez dans une vraie relation de responsabilité du secret professionnel, en lui disant de deux choses l'une, dans la relation que j'ai avec toi ou avec vous, qui êtes mon patient, je ne peux préserver ce secret que si vous êtes responsable et conscient des dangers qu'il encourt et que vous faites ce que vous avez à faire. Mais dans ma conscience et dans ma profession, si vous ne dites pas à votre conjoint que vous êtes porteur du sida et que vous mettez en danger la vie d'autrui, j'ai l'obligation morale d'informer le conjoint. Ah ben oui, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un, c'est un danger public. Oui, c'est un danger. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous l'informez. C'est-à-dire que s'il ne répond pas à ses responsabilités, vous devrez répondre aux vôtres. Oui. Et ça, c'est aussi des choses qui sont... Ça c'est très important. Mais vous voyez, c'est toute une question... La responsabilité éthique, c'est une question de dialogue, c'est une question de priorité, c'est une question de confiance aussi. C'est très important, cette confiance. Sur la référence, voilà, sur la référence que si vous adhérez à l'islam de façon, dans l'imitation, c'est comme si vous étiez dans la négation, la formule que vous avez utilisée, il faut faire attention à ceci, parce que qui peut savoir, oui, comment on adhère à l'islam si c'est uniquement par imitation, ou si c'est par une conscience, ou si c'est par... même dans l'amour familial. Je vais vous dire une chose, moi j'ai vu beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes, même ils ne pratiquent pas tous les jours, et puis ils peuvent à des moments donnés jeûner pendant le mois du Ramadan, ils imitent la culture familiale. Mais il y a une chose qui passe quand même dans l'imitation. J'ai rencontré énormément de femmes et énormément d'hommes qui, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle des musulmans culturels. Oui, ils n'adhèrent pas véritablement, mais ils suivent un tout petit peu. Puis à des moments donnés, vous ne savez pas, quelque chose se passe dans le cœur, quelque chose se passe, et puis quelque chose est même passé. Il y a énormément de personnes qui ont jeûné ou qui parfois ont pratiqué de façon simplement rituelle, en imitant, et tout à coup quelque chose se passe, et ce qui était l'imitation du geste devient lumière du cœur. Vous savez pourquoi? Parce que la formule française est vraie,
Elle est très islamique, cette formule chrétienne, les voies du Seigneur sont impénétrables. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait jamais d'où le cœur peut trouver. Et donc je dirais, la lecture littérale de Kafar, c'est-à-dire cette dimension qu'il aurait niée, je dirais non, moi je suspends, je n'irai pas dans la lecture littérale, je veux dire simplement, je lirai à l'envers. Je dirais, faites attention à ce que votre adhésion à l'islam ne soit pas une adhésion d'imitation et une adhésion de mimétisme, mais qu'elle soit une adhésion du cœur. En d'autres termes, faites un travail d'autocritique sur les raisons de votre pratique. Voilà ce que je dirais. C'est comme ça que je dirais les choses. Sur la deuxième question, c'est une question de fond. Alors, je me suis beaucoup exprimé là-dessus. J'ai fait face à beaucoup de critiques chez les savants et en même temps de la compréhension par rapport à certains. Premier élément, tout ce qui concerne, c'est-à-dire l'héritage, tout ce qui concerne ceci, dans le Coran, sont considérés comme des versets qad'i. C'est-à-dire ce sont des versets qui sont clairs dans c'est-à-dire dans le contenu est clair dans l'authenticité. Donc ils ne sont pas remis en cause. 99% des savants aujourd'hui disent quand on parle d'héritage, il faut les appliquer comme ils sont, parce qu'ils sont clairs. Vous posez une question, vous dites, mais les versets sont clairs, mais le contexte social a changé et l'application de ces versets clairs en l'état produit de l'injustice. C'est ça que vous dites. Et vous dites, vous questionnez ne questionnez pas la clarté des versets, mais l'application littérale des versets dans un contexte qui rendrait de l'injustice. En d'autres termes, vous questionnez les objectifs et les résultats. Et ça, c'est une vraie question. Et donc, moi, ça m'a amené à dire, écoutez, derrière les versets, il y a une philosophie de la famille. Et cette philosophie de la famille, elle est fondée sur une chose sur laquelle on n'insiste pas assez. En fait, elle n'est pas fondée sur les devoirs de la femme et les droits de l'homme, elle est fondée sur le contraire, sur les devoirs de l'homme et les droits de la femme. Dans la philosophie de la famille, c'est-à-dire l'idée de la responsabilité du devoir de l'homme de dépenser et de la femme de ne pas avoir à dépenser. Et qui en fait va donner une philosophie qui dit, dans la famille, l'homme a le devoir de subvenir aux besoins, pas la femme. Ce qui explique que quand elle reçoit la moitié de l'héritage, son argent est à elle et que l'homme, son argent est pour la famille. Ça, c'est la philosophie générale de la famille idéale. On est bien d'accord. C'est comme ça que c'est vrai. Maintenant, on en vient au concret. Et on s'aperçoit aujourd'hui, prenez l'exemple du Maroc, un nombre inqualifiable de femmes se retrouvent seules avec des enfants, les hommes sont partis et ils ne subviennent pas à leurs besoins. Ni dans la famille originelle, ni dans la famille du mari. Et donc on est devant une situation où on va vouloir appliquer la règle en se disant qu'il faut appliquer la règle. Et ça, les hommes sont souvent champions pour cela. J'entends les hommes mâles, au sens masculin. Ils ont, et c'est souvent malheureusement comme ça, ce sont les premiers à oublier l'islam quand il s'agit de leurs devoirs et à venir avec des fatwas et des versets quand il s'agit de leurs droits. Oui ? Donc, le devoir par rapport à sa femme, on l'oublie, mais le droit de pouvoir être polygame, on le cite. Ça, alors pour ça, le devoir quant à la dépense, on l'oublie, le droit du double de l'héritage, on le rappelle. Et là, c'est inacceptable et il faut donc poser des jalons très très clairs. Premier élément, vous avez deux attitudes possibles. Soit vous vous dites, il y a derrière ces versets quelque chose qu'il faut ne pas perdre, c'est une philosophie de la famille. Et en d'autres termes, ce qu'il faut dire, c'est de faire en sorte que si on applique vraiment ces versets tels quels, il faut en amont travailler à ce que la philosophie de la famille soit effective et qu'elle soit appliquée, si on veut garder. Mais on ne peut pas rappeler la littéralité et ne pas parler de l'amour, c'est-à-dire comment est la famille. Vous avez une autre approche, qui est la mienne, qui est de dire, dans ces situations-là, si on va appliquer ceci de cette façon-là,
c'est une obligation collective. Ça, c'est un phare de kifaya, c'est-à-dire c'est social. Si une société veut garder la famille telle qu'elle est, à un moment donné, quand il y a défaut de soutien à la femme, si par l'héritage on va rester de la même façon, il incombe à l'État, aux autorités locales de compenser la femme pour la part qu'elle ne reçoit pas de la distribution de l'héritage. En d'autres termes, pourquoi je dis ça? Parce que plus la société devient responsable de la compensation, plus elle n'acceptera pas le fait de ces hommes qui ne répondent pas à leurs devoirs. Vous voyez ce que je veux dire? Responsabiliser la société pour qu'elle, à son tour, il y ait un vrai travail sur les... Et donc, ça devrait être un travail de compensation. Maintenant, ça, c'est ce que je pense être l'idée qu'il faut préserver une philosophie, mais qu'on ne peut pas, au nom de cette philosophie, accepter les injustices et des femmes qui ne reçoivent pas. Maintenant, il y a une autre situation, c'est de se dire, dans la notion d'el-maqas, c'est-à-dire quel était l'objectif? Qu'il y ait un véritable équilibre d'hommes et de femmes. Ben moi, dans mon dispositif, même par rapport à mes enfants, 2 garçons,